Une fois n'est pas coutume, on ne va pour une fois pas parler sur cette chaîne de ce qui fait aujourd'hui l'actualité du crime organisé au Mexique. Cette fois, on va traiter de l'histoire avec un grand H. C'est la même qui, avant d'être abordée dans les manuels scolaires et racontée dans les documentaires, n'était finalement rien de plus que le quotidien de millions de ses contemporains, ceux qui ont assisté et l'ont vécu au plus près, au jour le jour. Une histoire qui s'est écrite avec le sang au fil des ans et demeurera gravée dans la mémoire collective pendant des décennies, voire des siècles encore. Car aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur les pages ensanglantées de la grande histoire en parlant d'un cartel aujourd'hui certes éteint, en tout cas officiellement éteint même si vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, mais qui a énormément, et continue toujours, de faire parler de lui par sa cruauté, ainsi que la précision militaire avec laquelle il agissait. Il s'agit sans conteste d'une des organisations criminelles les plus célèbres de tous les temps, mais aussi et surtout l'une des plus terribles. Pour vous dire, elle est même considérée comme le cartel le plus sanguinaire et le plus impitoyable qui ait jamais existé dans le pays qui l'a vu naître, le Mexique. Un pays qui est pourtant la terre natale d'autres célèbres cartels de la drogue, comme celui de Sinaloa ou de Guadalajara dans les années 80, deux cartels déjà immortalisés à de multiples reprises dans la narcoculture et la culture populaire internationale. Pourtant, aucun cartel mexicain n'a autant influencé la fiction que celui dont je vais vous parler aujourd'hui. À tel point que dans la plupart des œuvres américaines, dans les jeux vidéo ou la littérature, c'est la majeure partie du temps ce cartel en particulier qui est pris pour référence et sert d'inspiration. Son nom seul est célèbre dans le monde entier et sème l'effroi à sa simple évocation. Et ce, bien que ce nom ne soit en fait composé que d'une seule lettre. Il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, du cartel de Los Zetas. Los Zetas, soit les Z en français, du nom de la dernière lettre de l'alphabet Z, la manière dont ses membres et fondateurs s'appelaient entre eux. Tous recevaient l'initiale Z comme surnom, suivi d'un chiffre, celui de leur ordre d'arrivée dans le cartel. Au fur et à mesure que de nouveaux membres de renom se joignaient à Los Zetas, les nombres qu'on leur attribuait pour matricule allaient croissant, comme Z42, puis ensuite Z50, etc. Formés à l'origine par 40 déserteurs de l'armée, ceux qui avaient reçu les matricules allant de Z40 à Z1, le fondateur ultime du cartel, occupaient donc les plus hauts rangs au sein de celui-ci. Ou en tout cas, cela montrait qu'ils avaient rejoint l'organisation au moment de sa création et faisaient partie de ses membres originels. Les 40, qui un jour ont décidé de tourner le dos à l'armée pour fonder le cartel de la drogue le plus sanguinaire qu'ait connu le Mexique, quitte à déclarer la guerre à leurs anciens frères d'armes militaires. Mais la guerre, ce seront bien les narcos eux-mêmes qui la déclareront quand tous les autres cartels de la drogue mexicains choisiront de s'unir et de s'allier pour combattre celui de Los Zetas, devenus à l'époque les ennemis publics numéro 1, tant pour le gouvernement que pour les autres criminels. Au début des années 2010, ils étaient en effet considérés comme l'organisation criminelle qui connaissait la plus grande expansion au Mexique, mais aussi dans les pays d'Amérique centrale, devenus des bases arrières de Los Zetas. Mais hormis leur indéniable efficacité, c'est surtout leur implacable cruauté, leur barbarie qui défrayeront la chronique et achèveront de faire passer Los Zetas à la postérité. Décapitation, torture, crémation de personnes vivantes, enrôlement d'enfants soldats, attentats terroristes. Quand on évoque ces atrocités, c'est en premier lieu au cartel d'anciens militaires que l'on pense au Mexique. Aucun autre cartel ne s'était rendu coupable d'autant de crimes avant Los Zetas. On dit que c'est leur guerre avec la familia Michoacana au début des années 2010 qui a fait entrer le pays dans une nouvelle spirale de violence, une violence qui n'avait encore jamais été vue par son ampleur et sa barbarie, et qui perdure toujours aujourd'hui. Voilà l'héritage laissé par Los Zetas. Une histoire faite de drames, d'alliances criminelles et de trahison, mais aussi de décapitation, de cannibalisme et de narcoterrorisme. Une histoire écrite avec le sang des Mexicains et celui des habitants des pays d'Amérique centrale, notamment à cause des migrants originaires de ces pays, régulièrement rançonnés et pris pour cible par Los Zetas. Particulièrement des Guatémaltèques qui ont dû faire face à l'invasion de leur pays par le cartel de Los Zetas. Et le pire, c'est que la France a joué un rôle dans la création de Los Zetas, oui, une histoire que je m'apprête maintenant à vous raconter. Los Zetas est un cartel relativement jeune, puisqu'il est né en 1998. Enfin, entre 1997 et 1999, disons. Ouais, voilà, donc il est très jeune, quoi. Bah si, pour moi, quand t'es né en 98-99, t'es jeune, hein, je suis désolé. Pour moi, t'es vieux quand t'as plus de 30 ans, voilà. Là, un impact de Stapta. Mais quel bâtard. Et vous avez raison, mais un bâtard jeune, voilà, je suis désolé. Bon, allez, on va pas faire 30 minutes là-dessus, c'était juste histoire de commencer sur un ton plus léger,
puisqu'après on va parler d'événements sinistres, très clairement de massacres, de guerres comme vous vous en doutez. Vous êtes prévenus. Mais là, à ce moment-là de la vidéo, pour ma défense, je vous parle d'une époque où les États n'existaient pas encore, où le ciel était encore bleu et où les oiseaux chantaient. Voilà, puisque figurez-vous que si le cartel de los Zetas est apparu entre 1997 et 1999, et donc un cartel très jeune, son origine est liée à celle d'une autre organisation plus ancienne dont je vais vous parler maintenant, et qui se trouve même être le plus ancien cartel du Mexique, rien que ça. Là pour le coup on peut dire que c'est vieux. Le tout premier cartel mexicain, le cartel du Golfe. C'est de ce cartel précisément que los Zetas tirent leur origine. Il faut remonter aux années 30. Oui, ça fait un sacré saut dans le temps, je vous l'ai dit, c'est vieux. Dans une autre époque où les cartels mexicains n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des monstres sanguinaires et incontrôlables, mais ressemblaient en tout point à la mafia italo-américaine. Une époque où leur principale préoccupation était encore de passer inaperçue et où ils semblaient encore attacher de l'importance à la vie des civils innocents. La mafia italo-américaine justement était l'associée de ces proto-cartels mexicains et réceptionnait leurs marchandises de l'autre côté de la frontière, puisque les cartels de l'époque n'étaient rien de plus que des réseaux de contrebandiers sans réelle ramification aux États-Unis, au moins aussi vieux que la frontière elle-même. Nous sommes alors dans le Mexique post-révolution, encore en proie à de multiples inégalités sociales et qui amorce tout juste son virage vers l'industrialisation. La révolution mexicaine, un conflit qui parlera, j'en suis sûr, à tous les amateurs de western italiens, s'est déroulé entre 1910 et 1920 officiellement, mais aurait pris véritablement fin en 1924 ou 1928 selon certains points de vue. Et il faudra même attendre la fin de la première moitié du XXe siècle pour voir son héritage se concrétiser et les promesses de la révolution commencer à être tenues. On peut même parler de révolution mexicaine au pluriel, puisque le pouvoir ne cessera de changer de main pendant une décennie, du président Porfirio Díaz jusqu'à son exil en France en 1911, en passant par le régime de Francisco Madero, qui prit fin en 1913 lorsqu'il se fit assassiner par Victoriano Huerta, qui n'occupera le pouvoir qu'un an avant d'être lui-même renversé, jusqu'au régime de Venustiano Carranza, entre 1916 et 1920. Bref, un joyeux bordel. Il faut dire que les révolutionnaires ne présentaient pas un seul front uni, mais une somme de plusieurs armées réparties aux quatre coins du pays, chacune formée autour d'une figure révolutionnaire emblématique. Les deux plus connus, qui deviendront des décennies plus tard les deux plus grands héros populaires mexicains, sont les généraux Emiliano Zapata, qui commande l'armée du Sud, et Pancho Villa, qui commande lui celle du Nord. Les adeptes de Zapata sont appelés zapatistes, et ceux de Villa les villistes, bien que les deux hommes aient toujours été alliés, contrairement à certains de leurs compagnons d'armes qui se sont par la suite retournés contre eux. Aujourd'hui, le général Zapata est considéré en quelque sorte comme le père de la nation mexicaine, une sorte d'Abraham Lincoln local si vous voulez. Tandis que dans les régions norteñas, du nord du Mexique donc, Pancho Villa est lui considéré comme la plus grande figure populaire qu'ait connue le Mexique aujourd'hui encore, puisqu'il est en quelque sorte la figure locale, l'enfant du pays, en tant que norteño natif de Durango et habitant de Chihuahua, état dont il fut d'ailleurs le gouverneur brièvement entre 1913 et 1914. Une autre raison qui fait que le centaure du Nord, ça c'est classe comme blaze, soit particulièrement apprécié dans la culture norteña est le fait qu'il représente le macho typique, dans le bon sens du terme. Le cow-boy toujours en armes, affublé de sa cartouchière, qui ne se laisse pas faire. Un bonhomme. Des valeurs fortement appréciées dans l'imaginaire norteño, ce qui explique la popularité dont bénéficieront là-bas les narcos des décennies plus tard, eux-mêmes en grande partie originaires de ces régions du Nord. Rien d'étonnant, le héros de la révolution, Pancho Villa, est lui-même à l'origine un ancien bandit, pilleur de fermes, violeur et assassin selon la légende. Il faut dire qu'il a eu de multiples opposants qui n'ont cessé de le discréditer. Ce que l'on sait de sources sûres en revanche, c'est que Pancho Villa était un hors-la-loi voleur de chevaux au Chihuahua qui n'hésitait jamais à se servir de ses armes, avant que la révolution n'éclate et qu'il n'occupe le poste de général dans la guérilla. Une guérilla majoritairement composée de paysans, pour la plupart d'entre eux dépourvus de terre, comme la propre famille de Zapata, après qu'ils en aient été dépossédés par Porfirio Díaz, qui avait confisqué les parcelles agricoles de l'église, des indigènes et de nombreux paysans pour les privatiser, les vendant aux plus offrants. Le but d'Emiliano Zapata et de Pancho Villa était en premier lieu d'imposer une réforme agraire, c'est-à-dire une redistribution plus équitable des terres, et de les rendre à ceux qui, comme eux, en avaient été dépossédés en luttant contre le modèle des grands propriétaires terriens. Une réforme agraire qui va cependant mettre du temps à se concrétiser bien après la fin des combats. Pendant ce temps, le cartel du Golfe, la toute première grande organisation criminelle du Mexique, fait discrètement son petit bout de chemin.
Le cartel a été formé par Juan Nepomuceno Guerra et ses frères durant la prohibition aux États-Unis, cette loi interdisant la vente d'alcool dans le pays qui est demeurée en vigueur de 1920 à 1933. Ce Juan Nepomachin truc Guerra, vous avez pu le voir dans la série Narcos Mexico, l'une des rares occasions où le personnage a été mis en scène dans la fiction, et d'assez bonne manière qui plus est, même si vous allez le voir, comme je l'ai écrit dans ma critique de la série faite au terme de celle-ci il y a quelques années, le fait que le cartel du Golfe disparaisse totalement de la 3ème saison, censée se dérouler dans les années 90, est totalement inexplicable et incompréhensible, je ne me l'explique toujours pas des années plus tard, mais enfin bref. Juan Nepomuceno Guerra fait fortune durant la prohibition en faisant passer whisky, liqueur et alcool de toutes sortes aux États-Unis pour le compte des Rital. Le bonhomme est né dans la ville de Matamoros, dans l'état de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique, un état bordé par le golfe du Mexique, idéal pour faire passer de la contrebande par la mer. C'est d'ailleurs ce qui donnera par la suite son nom au cartel du Golfe, qui n'existe alors pas encore sous ce nom, ni sous aucun d'ailleurs. Ce sera aussi, dans l'histoire du Mexique, l'un des seuls cartels originaires de l'est du pays. La majeure partie des grands cartels mexicains, cartel de Sinaloa, de Tijuana, de Juárez, de Jalisco, du Michoacán et j'en passe, ayant davantage pour lieu de naissance traditionnellement l'ouest et la côte pacifique. Mais surtout, l'état de Tamaulipas et la ville de Matamoros sont frontaliers avec la terre promise, si j'ose dire, les États-Unis. Matamoros est ainsi construite, à l'instar d'autres villes frontalières qui sont de grands points de passage entre le Mexique et les États-Unis, en face d'une ville américaine, en l'occurrence de la ville texane de Brownsville, comme Tijuana est construite en miroir de San Diego, ou encore Ciudad Juárez et El Paso au Texas qui sont deux villes en une, seulement séparées par le mur frontière. C'est sur ce coin de frontière entre le Tamaulipas et le Texas que Juan Guerra établira ce qui est appelé à devenir le cartel du Golfe. Il sera par la suite imité et les autres portions stratégiques de la frontière seront à leur tour revendiquées par d'autres groupes criminels, plusieurs décennies plus tard. Le chef et fondateur du cartel, Juan Nepomuceno Guerra, est donc à la tête d'un réseau efficace de contrebande. Et il se sert de ses revenus illégaux pour asseoir encore un peu plus sa position et resserrer son emprise sur l'état de Tamaulipas en se liant avec des hommes politiques et en affichant une image d'homme respectable, à une époque, post-révolution, où il faisait encore bon vivre dans le pays, et où les criminels savaient se faire discrets. Mais à la fin de la prohibition, il lui faut trouver d'autres sources de revenus, et le parrain suit l'exemple de ses associés italo-américains en se lançant dans le business des maisons de jeu et de la prostitution. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée en somme. Dirigeant son petit empire criminel depuis son restaurant baptisé Piedras Negras, une institution à Matamoros, Juan Nepomuceno Guerra opère au grand jour et à la vue de tous. Dans son restaurant, les habitants de Matamoros ont l'habitude de demander audience au parrain pour lui demander des faveurs, comme intercéder auprès des autorités pour eux, servir d'arbitre dans un litige, ou encore donner une leçon à quelqu'un qui se serait mal comporté. Oui, exactement comme le fait Vito Corleone dans Le Parrain, c'est ça. Dans un article du New York Times de 1996, il est même comparé au mafieux new-yorkais Carlo Gambino. Mais Juan Guerra ne jouit pas seulement de l'image de parrain tranquille qu'on lui prête. Si son organisation se tient pour le moment encore à carreau, le mafieux en revanche était lui-même impliqué dans plusieurs faits divers, qui n'avaient en soi rien à voir avec ses affaires, mais revêtaient plutôt un caractère personnel. On dit par exemple qu'il aurait tué sa femme et l'amant de celle-ci en découvrant leur liaison, même s'il finit par être rapidement libéré et innocenté pour ses meurtres. Il est également considéré comme l'homme qui aurait tué le lieutenant-colonel de l'armée Octavio Villa Cos, qui n'était rien de moins que l'un des fils du révolutionnaire Pancho Villa en personne, et qui, comme son père, trouva la mort assassiné. Ce fut, en ce qui le concerne, en 1960 à Matamoros, par des contrebandiers, après avoir refusé un pot de vin de leur part. Là encore, malgré son arrestation pour le meurtre du fils de Pancho Villa, le parrain Guerra fut rapidement libéré après que les soupçons se soient portés sur un autre suspect. Ironiquement, quand on sait ce que deviendra le cartel du Golfe par la suite, Juan Guerra n'aime pas trop le business de la drogue, cette saloperie, et il se montre assez réticent à l'idée de suivre l'exemple d'une poignée de trafiquants qui commencent alors à s'organiser dans un certain état situé au nord-ouest du pays. 1300 km plus à l'ouest, dans un état rural plus verdoyant, les promesses de la révolution débutée en 1910 commencent enfin à être tenues, bien que celle-ci ait pris fin voilà près de 15 ans.
Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Nous sommes alors sous le mandat de Lázaro Cárdenas, qui fut président du Mexique entre 1934 et 1940. La réforme agraire que cherchaient à imposer les généraux Emiliano Zapata et Pancho Villa, et qui n'avait jusqu'ici pas pu s'accomplir face aux protestations des grands propriétaires terriens et des libéraux, est finalement sur le point de voir le jour. Des parcelles agricoles sont sur le point d'être redistribuées à ceux qui les cultivent de leurs propres mains. Sauf que dans cette région justement, particulièrement rurale, une poignée de cultivateurs de drogue ont commencé à s'organiser vers les années 40 en coopératives agricoles d'un nouveau genre. Réunis autour de Pedro Avilés, l'homme considéré comme le père fondateur des narcos mexicains, ils ont pour nom Lamberto Quintero, Javier et Emilio Caro Payán, Baltasar Díaz ou encore Inés Calderón. Plus globalement, tout ce beau monde ou presque fait partie des trois familles Caro, Payán et Quintero, unies entre elles par des liens de mariage. Nous sommes bien sûr dans l'état de Sinaloa, réputé pour ses cultures de pavot et berceau du trafic de drogue au Mexique. Ces paysans ont eux aussi su tisser au fil des ans des alliances politiques, et l'europium supplante bientôt l'opium chinoise et orientale aux États-Unis, ce qui encourage les barons susnommés à développer également la culture du cannabis, un autre produit du terroir local. Mais dans les années 30, la redistribution des parcelles agricoles, promise par le gouvernement, met toute cette belle entreprise en péril. C'est là qu'entre en scène l'homme considéré comme le premier sicario de l'histoire du Mexique, le premier tueur à gages mexicain, un certain Rodolfo Valdés, alias El Gitano. Bien évidemment, celui-ci est allié avec l'homme qui sera quelques années plus tard considéré comme le premier narco-mexicain, Pedro Avilés, mais qui n'est lui-même à l'époque qu'un simple assassin. Le premier tueur de la mafia au Mexique, El Gitano, est une sorte de sniper qui aime défourailler avec ses flingues dans la campagne. Il est aussi et surtout propriétaire de plusieurs parcelles agricoles sur lesquelles il fait pousser du pavot et du cannabis. Des parcelles qu'on menace maintenant de lui reprendre, afin de les redistribuer aux plus pauvres. Forcément, ça ne plaît pas trop à El Gitano et il prend donc la tête d'une révolte de grands propriétaires terriens avec lesquels il fonde les Guardias Blancas, un groupe de dissidents armés. À cette époque, El Gitano n'a encore tué personne pour le compte de la mafia, qui n'existe même pas encore vraiment au Sinaloa. Mais le gars fait ses classes et apprend le métier d'assassin en traquant les communistes dans la campagne sinaloise. Le début d'une carrière prometteuse. Après avoir assassiné une cinquantaine de paysans, El Gitano laisse tomber la politique et se met au service de Pedro Avilés, duquel il deviendra l'un des hommes de main les plus importants. Le premier narco et le premier sicario ont commencé en faisant la traque aux communistes dans l'état de Sinaloa. Bien d'autres, des dizaines de milliers, allaient suivre et poursuivraient leur sinistre héritage au fil des ans. Les opérations de l'armée mexicaine et des Américains qui frappent durement les narcos sinaloans à la fin des années 70 feront que les trafiquants du Sinaloa se disperseront un peu partout dans le pays, surtout à Guadalajara, à Juárez et à Tijuana, où ils formeront les cartels de Guadalajara, Juárez et Tijuana, tous aux mains des Siciliens entre guillemets, c'est-à-dire des narcos originaires du Sinaloa. Ceux-ci régneront en maître sur le crime organisé mexicain jusqu'à la fin des années 2000 environ. Seul le cartel du Golfe, le cartel basé dans l'état de l'Est du Tamaulipas, était alors contrôlé par des mafieux locaux et n'est pas aux mains de Sinaloans. Contrairement au Sinaloa, une région montagneuse et vallonnée où il est facile de se cacher et de cacher des plantations, et qui possède de surcroît un climat plus tempéré et favorable à l'agriculture, le Tamaulipas n'a aucun atout pour la culture de la drogue, cannabis ou pavot. Le Sinaloa, lui, est typiquement la région de paysans où en plus de la drogue, on cultive aussi la tomate, le maïs, la pomme de terre, etc. en grande quantité. Le Tamaulipas ne remplit certes pas ces conditions favorables, mais il possède toutefois un gros avantage sur le Sinaloa. Le fait de partager une frontière, c'est-à-dire un couloir de contrebande possible, avec les USA. Et le cartel du Golfe continuera de tirer parti de cet avantage que possèdent aussi maintenant les cartels récemment créés de Tijuana et de Juárez à la fin des années 80. Juan Nepomuceno Guerra décide finalement d'emboîter le pas au Sinaloan en se lançant lui aussi dans le business le plus lucratif de tous, le business de la drogue, mais timidement toutefois, au cours des années 70. C'est d'ailleurs également à cette époque que le vieux parrain passe la main à son neveu, Juan García Abrego, né en 1944 et toujours vivant au moment où j'écris ces lignes, qui devient alors le nouveau chef du cartel du Golfe. Son oncle, Juan Nepomuceno Guerra, coulera lui une retraite paisible sans avoir jamais été arrêté jusqu'à son décès en 2001.
Nous sommes maintenant en 1986 et un grand événement se tient dans le pays. La Coupe du Monde de football. C'est la deuxième Coupe du Monde à se tenir au Mexique après celle de 1970 et en attendant celle de l'été prochain, en 2026, que le Mexique organise conjointement avec les deux autres pays d'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, qui sera donc la troisième de son histoire déjà. Si du point de vue sportif, l'événement est surtout marqué par les dingueries de Maradona, comme sa célèbre main de Dieu en quart de finale contre les Anglais et par la victoire de l'Argentine en finale contre l'Allemagne de l'Ouest, la France arrivait troisième en gagnant la petite finale comme d'habitude contre les Belges, désolé. Du point de vue de la sécurité, la Coupe du Monde est surtout un casse-tête pour les autorités mexicaines, surtout après le séisme de 1985 qui a grandement ébranlé le pays. Pour veiller à la sécurité lors de l'événement sportif, le gouvernement mexicain se dit que ce serait quand même vachement bien de se doter de forces spéciales, à l'instar du SWAT américain qui veille par exemple à la sécurité de certains événements à haut risque aux États-Unis, ou encore des célèbres bérets verts aux États-Unis toujours. Pour composer leur nouveau bataillon des forces spéciales, les autorités puisent dans les meilleurs éléments de la brigade des fusiliers parachutistes de l'armée mexicaine. Ces nouvelles forces spéciales, tout juste créées, s'appelleront GAFES, ou l'anagramme de groupe aéroporté de forces spéciales en espagnol. Reste encore à les former à leur nouvelle mission de contre-terrorisme et de contre-insurrection. Pour cela, le Mexique fait appel à la France, qui répond favorablement et envoie sur place des officiers de la gendarmerie nationale pour former les membres des GAFES, en amont de la Coupe du Monde. Les forces spéciales mexicaines, ou GAFES, ont donc à l'origine été créées avec l'aide de la gendarmerie française pour leur mission inaugurale de 1986. Sauf que dans ces mêmes forces spéciales apparaîtraient 10 ans plus tard des brebis galeuses. 8 ans plus tard, en 1994. Le 1er janvier de cette année, le Mexique, le Canada et les États-Unis s'apprêtent à se donner une grande tape dans le dos et fêter un autre grand événement. L'ALENA, l'accord controversé de libre-échange entre l'Alliance des trois pays d'Amérique du Nord, entre le même jour en vigueur. C'est désormais porte ouverte pour faire du business d'un pays à l'autre. Un accord que les trois gouvernements ont longtemps négocié en amont, et pour lequel le Mexique s'est notamment engagé à remettre sur le marché une partie de son patrimoine foncier, notamment les parcelles agricoles gérées collectivement par les communautés de paysans, un héritage de la révolution mexicaine de 1910. Désormais, ces parcelles de terrain qui échappaient jusqu'ici à la vente et à la spéculation doivent désormais être privatisées et s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Ce qui veut aussi dire reprendre les dites parcelles aux paysans qui les cultivaient jusqu'ici sans en être les propriétaires. Le Mexique fait donc une croix sur cette avancée obtenue au prix du sang lors de la Révolution et comme le président Porfirio Díaz avant la dite Révolution décide de privatiser ses terres agricoles. Les mêmes causes produisent irrémédiablement les mêmes conséquences, malgré les quelques 84 ans écoulés depuis le soulèvement d'Emilio Zapata et de son frère d'armes, Pancho Villa. Et cette décision provoque, une fois encore, le soulèvement d'une nouvelle guérilla, ce 1er janvier 1994. Tout cela se produit dans l'état isolé et majoritairement peuplé d'indigènes du Chiapas. Un état délaissé par le pouvoir fédéral de Mexico, qui compte un grand nombre de paysans, pour beaucoup analphabètes et ne parlant pas espagnol. Forcément, ça n'aide pas à se sentir mexicain. De surcroît, cette population est la plus impactée par l'entrée en vigueur de l'ALENA entre le Mexique, les USA et le Canada, et la redistribution des parcelles agricoles, littéralement mise de côté par rapport aux populations norteñas, qui, elles, retirent au moins un avantage de vivre près de la frontière avec les États-Unis. Une rébellion de quelques centaines de guerreros, mais de plusieurs milliers de sympathisants, se forme donc au Chiapas et, étant donné la proximité de leur combat avec celui du leader révolutionnaire Emiliano Zapata 84 ans auparavant, ils choisissent de se nommer en l'honneur de celui-ci. La guérilla s'appellera l'Armée Zapatiste de Libération Nationale et ses membres, les Zapatistes. Eux aussi se battent pour récupérer leurs terres confisquées. À la surprise de tous, les Zapatistes passent à l'action le jour même de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. Des milliers de guerrieros se déploient au Chiapas et parviennent à occuper 7 communes en s'emparant à chaque fois de la mairie. Le membre le plus connu de cette guérilla, dont tous les membres portent des passe-montagnes pour ne pas être reconnus, tant au Mexique qu'à l'international, est le personnage connu comme le sous-commandant Marcos. Ironiquement, étant donné qu'il est lui aussi toujours cagoulé, il deviendra le visage des zapatistes, ou plutôt leur voix en l'occurrence. Attention, ce n'est pas le chef de la guérilla, mais son porte-parole. Il occupe la 5e place dans la chaîne de commandement. Si le sous-commandant Marcos tente de dissimuler son identité, il s'agit bien sûr d'un alias,
Le gouvernement d'Ernesto Zedillo se fait toutefois un malin plaisir de rapidement la dévoiler. Il s'agit d'un certain Rafael Guillén, qui a exactement la même biographie que Fidel Castro, un autre chef guerriero. Comme c'est étonnant. Tous les deux sont des fils d'Espagnols, vraiment Espagnols je veux dire, hein. Leurs pères sont nés là-bas. Pétés de thunes, qui ont été éduqués par les jésuites et ont étudié dans la meilleure université de leur pays, dans laquelle ils se sont d'ailleurs radicalisés, avant de prendre le chemin de la guérilla et de défendre les mêmes idées marxistes-léninistes. Rafael Guillén deviendra lui professeur de l'université en question, l'UNAM, et même s'il n'est pas indigène, il décidera dès les années 80 de prendre les armes en leur nom. Pour endiguer le soulèvement et reprendre les communes sous contrôle zapatiste, le gouvernement mexicain envoie au Chiapas des dizaines de milliers de militaires, près de 70 000, parmi lesquels les forces spéciales créées en prévision de la Coupe du Monde 86, les GAFES. Celles-ci ne se contentent plus de maintenir l'ordre lors de grands événements, et l'entraînement qui leur a été prodigué par la gendarmerie française n'est désormais plus suffisant pour la diversité de leur mission. Les GAFES doivent maintenant se former au contre-terrorisme, à l'espionnage, aux méthodes anti-guérilla, à la libération d'otages et aux opérations secrètes. Pour cela, le gouvernement du Mexique les envoie se former auprès d'instructeurs américains et israéliens. Leurs cours avec les Américains sont dispensés dans la tristement célèbre École des Amériques, une sorte de Poudlard version salopard. D'abord située au Panama, puis à partir de 1984 à Fort Benning, Columbus, dans l'État américain de Géorgie. Il s'agit d'une école hispanophone dirigée par l'armée américaine pour former leurs alliés latino-américains à la lutte contre ces salauds de bolcheviks tout au long du XXe siècle. L'école des Amériques a accueilli ce qui se fait de pire parmi les dictateurs d'Amérique latine. Les futurs dictateurs Benzer et Noriega de Bolivie et du Panama, ainsi que les futurs bouchers aux ordres de Pinochet et de Somoza au Chili et en Argentine. Tous ont à l'origine été formés dans l'école des Amériques. On y trouve également certains membres douteux des autorités mexicaines des années 80, ainsi que près de 3000 GAFES, membres des forces spéciales mexicaines. Parmi eux, 2 jeunes militaires qui viennent justement de rejoindre les GAFES. Ils ont pour nom Arturo Guzmán de Sena et Heriberto Lascano. Et oui, comme dirait l'autre, ces personnages sont importants. Comme leurs camarades mentionnés plus haut, les 2 hommes se sont retrouvés sur les bancs de l'école des Amériques pour être formés par des instructeurs américains. Américains et français d'ailleurs, puisque des vétérans de la guerre d'Algérie étaient à l'époque engagés par l'armée américaine pour intégrer les équipes d'instructeurs sur place. Décidément, on n'en rate pas une. C'est ce qui s'appelle faire des gaffes. Officiellement, les GAFES se présentent comme des experts en survie formés à la navigation terrestre et maritime, ainsi qu'aux premiers secours, à la médecine d'urgence sur le champ de bataille et au combat au corps à corps, tout en étant des parachutistes et des nageurs aguerris, capables de trouver des ressources au milieu de la nature, de se construire des abris et de faire cuire des marshmallows autour d'un feu de camp tel des boy scouts en gros. Leurs compétences sont vastes. Ce que la brochure ne dit pas explicitement, c'est qu'ils ont aussi et surtout été formés dans cette école aux techniques de surveillance et d'espionnage, au combat au milieu urbain, à la contre-insurrection, au maniement d'explosifs, à la mise en place d'embuscades, à l'assassinat, aux interrogatoires et aux techniques de torture. Ça c'est de l'école. Putain, on m'aurait appris ça moi plutôt que les maths, ça m'aurait peut-être convaincu d'arrêter de glander en cours. Toutes ces compétences, gentiment enseignées par les Américains et les Israéliens, seront bientôt mises en pratique par les GAFES, puisque ceux-ci sont déployés avec le reste de l'armée au Chiapas pour combattre la guérilla zapatiste, en janvier 1994. En plus de leurs propres forces spéciales, les Mexicains font également appel aux forces spéciales guatémaltèques, les fameux Caibiles, non pas ceux-là, qui, à la même époque, s'illustraient lors de la sanglante guerre civile au Guatemala, qui se déroulait depuis alors 34 ans. Les Caibiles sont réputés dans toute l'Amérique latine pour leur férocité et leur inventivité pour tuer, et en termes d'efficacité, ils n'ont rien à envier aux Navy Seals américains. Des artistes dans l'art de massacrer. Des De Vinci du génocide en gros. Bref, ils ne viennent clairement pas au Chiapas cueillir des fleurs. Les Caibiles, les GAFES et le reste de l'armée mexicaine tentent donc de reprendre le territoire sous contrôle de la guérilla. La plus grosse prise des rebelles est la ville de San Cristóbal de las Casas, la plus grande ville de la région de Los Altos qu'ils parviennent à occuper. Les escarmouches commencent alors à se propager un peu partout au Chiapas. À Ocosingo, 3 bataillons assiègent les rebelles, provoquant la mort selon des chiffres officieux de près de 56 guerrieros.
Quelques jours plus tard, l'armée bombarde les positions des zapatistes, tuant officiellement 93 guerrieros. 400 sont des membres de l'église, qui servira de médiateur dans le conflit. Les bombardements dureront plusieurs jours et s'étendront à plusieurs villes. En parallèle, les zapatistes assiègent eux la caserne militaire de Rancho Nuevo, mais malgré leurs assauts répétés, ils ne parviennent pas à la conquérir. 24 guerrieros trouveront une fois de plus la mort, pour à peine 5 militaires. Les corps des rebelles, parfois déjà en état de décomposition, sont ramassés par l'armée et jetés dans des fosses communes, comme à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, où plus de 50 zapatistes sont enterrés à la va-vite. En tout, le soulèvement zapatiste au Chiapas provoquera selon les chiffres officiels entre 150 et 200 morts, bien qu'il convenait à la fois aux rebelles et au gouvernement de revoir ce chiffre à la baisse. Il faut dire que les combats n'auront duré qu'à peine 10 jours. À 70 000 contre 3 000, le rapport de force penchait clairement en faveur des militaires. Un cessez-le-feu est donc décrété le 12 janvier 1994, mais ça ne sonne pas la fin du massacre pour autant. Les forces armées occupent désormais le Chiapas en grand nombre, et la guérilla détient toujours des villes sous sa coupe. C'est là que les Gafes vont s'illustrer en procédant à des opérations secrètes dans le but d'arrêter et d'exécuter les leaders de la guérilla. Une fois le cessez-le-feu décrété, l'armée ne se livre officiellement plus à des massacres, mais des cibles sont savamment choisies parmi les sympathisants et les leaders locaux qui pourraient se ranger du côté des zapatistes, et on procède donc à des assassinats ciblés pour s'en débarrasser. Ces tensions s'étendront sur plusieurs années au Chiapas. En plus de ça, les forces spéciales sont chargées d'entraîner des milices locales, parmi lesquelles les célèbres Guardias Blancas anticommunistes, celles-là même créées par El Gitano au Sinaloa dans les années 40. Vous voyez, tout est lié. Même si vous verrez qu'on n'a pas encore fini de parler d'El Gitano, le premier sicario du Mexique. Le 22 décembre 1997, un groupe d'une cinquantaine à une centaine de ces paramilitaires d'origine indigène, soutenus par l'armée, font irruption lors d'une messe protestante d'indiens de la communauté Tzotziles, armés de fusils et de machettes. Là, ils font un carnage. 16 enfants, 20 femmes et 9 hommes sont massacrés, dont 7 femmes enceintes qui sont dans le même temps éventrées. L'armée, elle, à quelques mètres de l'église, n'a rien fait pour intervenir. Malgré cet événement de sombre mémoire, le soulèvement zapatiste au Chiapas et la répression du gouvernement mexicain contre ces mêmes zapatistes n'est pas une boucherie sanglante de plusieurs milliers de morts, avec des milliers de disparus et des dizaines de charniers. Ce n'est pas par exemple la guerre civile au Guatemala et au Salvador dans les années 80 et 90. Déjà, la guérilla zapatiste prônait en grande partie la non-violence, ce qui fait tout de même une grande différence quand l'un des deux camps répugne à prendre les armes. Ensuite, le gouvernement mexicain de l'époque avait beau être notoirement corrompu, truquer les élections et se livrer à une guerre secrète contre les mouvements désignés communistes ou marxistes, il n'était pas pour autant une dictature. Bon, même s'il y a débat là-dessus, on parle par exemple souvent de dictature parfaite avec une pointe d'ironie. Mais il existait bien évidemment dans le pays des partis d'opposition, la liberté d'expression était en grande partie respectée, et le gouvernement essayait de soigner son image, autant que faire se peut, auprès de la population mexicaine. Il faut plutôt voir la situation au Chiapas comme une sorte de Far West, un Far West au milieu de la jungle, qui opposait la guérilla zapatiste, les grands propriétaires terriens, les milices paramilitaires et l'armée. On parle alors de guerre de basse intensité pour désigner le conflit. Surtout, cette répression au Chiapas s'inscrit dans le cadre plus global de la guerre sale menée dans tout le Mexique par les gouvernements successifs du PRI au XXe siècle, qui se livraient à des arrestations arbitraires, à de l'espionnage, à des interrogatoires parfois menés au moyen de la torture, et même à des meurtres pour lutter contre les mouvements étudiants et l'idéologie communiste, alors perçue comme une menace à l'époque de la guerre froide. Mais au moment du soulèvement zapatiste, l'URSS vient de s'effondrer et l'idéal communiste perd de son attrait partout dans le monde. Les zapatistes ne sont donc pas considérés comme une menace directe pour la souveraineté du Mexique, surtout qu'eux-mêmes déclarent ne pas vouloir renverser le pouvoir, mais plutôt agir pour faire changer les mentalités et obtenir une plus grande justice sociale au Chiapas. L'armée est néanmoins envoyée sur place pour contrer l'insurrection, comme vous le savez. Le Chiapas sera un terreau idéal pour cette guerre de basse intensité, menée par les zapatistes contre les grands propriétaires terriens, par les grands propriétaires terriens à l'aide de mercenaires contre les zapatistes, et par l'armée ainsi que par la suite des milices paysannes contre ces mêmes zapatistes pour le contrôle des terres. Les parcelles agricoles passent de main en main et d'un camp à l'autre au moyen de vols, d'intimidation et à mesure que le conflit engendre des déplacés.
Voilà pourquoi je vous parlais de Far West. En outre, l'état du sud du Mexique servira de terrain de jeu aux forces spéciales déployées sur place, les forces spéciales mexicaines, les GAFES donc, pour faire du sale et commettre tout un tas de magouilles dans cette guerre qui n'a rien d'usuel ni de frontal. Une guerre d'espions, de violations des droits de l'homme et d'opérations secrètes. Mais en 1997, d'autres événements surviennent à plus de 2500 km de là, dans le nord du pays. Le chef du cartel de Juarez, Amado Carrillo, passe officiellement l'arme à gauche, mais il n'est cependant pas le seul à tomber. En effet, on apprend la même année que celui qui protégeait le capot des arrestations et des opérations de l'armée n'était rien de moins que l'homme chargé de la lutte antidrogue au Mexique, le général Rebollo en personne. La corruption du général, qui est aussitôt arrêté et finira ses jours en prison, déclenche, comme vous pouvez l'imaginer, une grande polémique au Mexique. Il faut de surcroît trouver quelqu'un pour remplacer le général, qui croupit en zonzon, qui soit chargé de traquer les narcos. Le gouvernement du président Cedillo décide alors de lancer les grandes manœuvres et d'accélérer la militarisation de la lutte contre les narcotrafiquants, pour le meilleur et surtout pour le pire, en envoyant l'armée et les forces spéciales lutter contre le crime organisé aux quatre coins du pays. Une décision que l'histoire retiendra comme une grossière erreur. Les GAFES, les forces spéciales mexicaines, fortes de leur expérience sur le terrain apprise au Chiapas, sont désormais en première ligne pour arrêter les chefs de cartel. L'un de ces militaires d'élite, le lieutenant Arturo Guzmán de Sena, 21 ans tout juste, est envoyé se battre contre les narcos dans l'état de Tamaulipas, le territoire du cartel du Golfe. Sous le commandement de Juan García Abrego, qui dirigeait toujours l'organisation depuis le restaurant de son oncle Juan Nepomuceno Guerra à Matamoros, puis par la suite depuis Monterrey, le cartel du Golfe abandonne le code d'honneur de jadis et fait fortune dans le trafic de drogue, en concluant un partenariat d'affaires quasi exclusif avec les Colombiens du cartel de Cali. Mais il faudra attendre la chute du parrain Miguel Ángel Félix Gallardo et du cartel de Guadalajara en 1989 pour que le cartel du Golfe occupe pour la première fois le devant de la scène. García Abrego récupère les contacts politiques de l'ancien chef du cartel de Guadalajara, Félix Gallardo, pour asseoir sa nouvelle position. Ou plus probablement, le nouveau chef du cartel du Golfe parvient à tisser son propre réseau de corruption en s'appuyant sur les contacts que possédait son oncle, ceux qui soutenaient jusque-là Félix Gallardo, et les nouveaux appuis politiques qu'il parvient à se créer à coups de millions distribués en pot de vin dans son fief du Tamaulipas. À tel point que Juan García Abrego deviendra au cours des années 90 l'un des narcos les plus puissants du Mexique et le premier à figurer sur la liste des 10 individus les plus recherchés par le FBI. Il sera également, suite à sa capture le 14 janvier 1996, le premier narco-mexicain à être extradé aux États-Unis. Voilà pourquoi je vous disais que j'avais trouvé ça totalement inexplicable que son personnage soit écarté de la série Narcos Mexico, même si je dois avouer que j'ai bien apprécié la manière dont elle avait dépeint le cartel du Golfe lors de ses 2 premières saisons. Juan García Abrego, alias La Muñeca, a parfois été surnommé la poupée sanglante dans certains documentaires pour ses coups d'éclat et ses assassinats médiatiques. Mais ces assassinats étaient quasi exclusivement dirigés contre ses opposants directs et d'autres figures du crime organisé comme lui. En grande partie, il suivait encore l'héritage de son oncle, en emboîtant toutefois le pas des autres capos de l'époque, comme les Arellano Félix, El Güero Palma ou El Chapo Guzmán, en faisant preuve de la même violence qui commençait alors à apparaître un peu partout au Mexique. Mais qui n'avait encore rien à voir, hormis peut-être la guerre qui opposait à la même époque les cartels de Tijuana et de Sinaloa dans les années 90, qui s'est surtout distingué par sa durée et l'emploi notamment de voitures piégées, avec ce que nous observerions bientôt et qui deviendrait une décennie plus tard la règle dans le crime organisé, les bains de sang perpétuels et les carnages en série. Pour que le cartel du Golfe franchisse une nouvelle étape vers cette violence décomplexée, il faudra attendre la chute de García Abrego en 1996. 2 éléments viendront alors transformer le cartel en une organisation qui basculera vers toujours plus de violence et d'ignominie. Premièrement, la guerre de succession qui découlera de la capture de García Abrego entre tous les prétendants au trône, une course au trône qui se fera, bien évidemment, comme souvent, au moyen de règlements de compte. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La seconde, étrangement, est justement la fin de cette guerre de succession après quelques mois de rivalité sanglante, lorsque le cartel se trouvera finalement son nouveau leader. Mais peut-être pas celui qu'il aurait dû choisir.
Celui qui ressort vainqueur de ces règlements de compte et a réussi à devenir le nouveau chef du cartel du Golfe se nomme Osiel Cárdenas Guillén, un ancien mécano et serveur, entre autres, né lui aussi à Matamoros en 1967. Jadis considéré comme un enfant à problème, un ambitieux éternellement insatisfait. Du moins c'est l'idée que je m'en fais du personnage. Et qui a grandi dans des conditions misérables et une grande pauvreté. Ok d'accord, c'était un enfoiré, c'était un narco qui a tué des milliers de personnes probablement. Mais faut reconnaître, je trouve il a une bonne tête. Une bonne grosse tête de bâtard. Passé un temps par la police judiciaire fédérale pour être précis, où il était surtout employé en tant qu'informateur puis comme simple subalterne, ainsi que par la casse prison aux États-Unis, Osiel gravit peu à peu les échelons dans le cartel. À la chute de García Brego, il a 29 ans, il est encore jeune donc. Même si le frère de Juan García Brego essaie de prendre le pouvoir dans le cartel du Golfe après l'arrestation de celui-ci, il ne peut toutefois rien contre le duo que forment deux nouveaux venus. Salvador Gómez Herrera, El Chava, et ce même Osiel Cárdenas Guillén, qui deviennent à eux deux les nouveaux chefs du cartel. L'alliance des deux jeunes narcos leur permet d'arracher le pouvoir à la famille de García Brego et au reste des prétendants. Il faut dire qu'Osiel Cárdenas Guillén est dépeint comme un individu intelligent certes, enfin surtout calculateur disons, mais surtout très caractériel et violent. L'ancien policier n'est pas trop inquiété par les opérations des militaires et des policiers au Tamaulipas, qui l'arrosent de bifton pour qu'il n'interfère pas dans ses affaires. A l'époque, la corruption au sein de l'armée est généralisée, et l'un des hommes payés par Osiel est un certain Arturo Guzmán de Sena, jeune lieutenant de seulement 21 ans et membre des forces spéciales, les GAFES. Recruté par l'armée en 1993, Guzmán de Sena s'est distingué comme l'un des meilleurs soldats de son régiment. On a vraiment des sources là-dessus, ce n'est pas juste une formule à l'emporte-pièce, hein. A priori, le gars s'est vraiment distingué au sein de l'armée. Ce qui lui a valu d'intégrer les prestigieuses forces spéciales malgré son jeune âge, et d'être formé à l'école des Amériques par des instructeurs américains et israéliens. On peut dire qu'un soldat comme lui en vaut une dizaine. Il a par la suite été déployé au Chiapas, comme de nombreux GAFES, où l'on suppose qu'il s'est probablement livré lui aussi à tout un tas de violations des droits de l'homme contre la guérilla zapatiste. Bref, un beau CV. Le voilà maintenant déployé sur le front de la guerre de la drogue, dans le nord-est du Mexique. Guerre qui a ceci de particulier que les soldats, au lieu de combattre sans distinction leurs supposés ennemis des cartels, sont en réalité largement corrompus par ces derniers. Comme les autres, le lieutenant Guzmán de Sena touche des pots de vin de l'un des deux chefs du cartel du Golfe, Osiel Cárdenas Guillén. Mais à la différence du reste de ses collègues, le jeune militaire se rapproche de plus en plus du narco, jusqu'à se lier d'amitié avec lui. Il lui propose même directement du boulot au sein de son cartel, chose qui était en revanche nettement plus rare, malgré la corruption généralisée dans l'armée. C'est que Osiel Cárdenas Guillén reconnaît la valeur de Guzmán de Sena et de l'entraînement qu'il a reçu. Le narco se dit qu'avoir un tel soldat à ses côtés pour le protéger serait indéniablement un atout. Contre toute attente, le lieutenant Arturo Guzmán de Sena accepte et abandonne l'armée, devenant ainsi un déserteur. Non seulement il ne rentre pas à la caserne, mais il emporte avec lui du matériel, ses armes et de précieux contacts qui lui seront utiles par la suite. Et là, vous vous demandez peut-être ce qui peut pousser un gradé prometteur d'à peine 21 ans à tourner le dos à sa patrie. Même si on ne peut bien sûr que supputer, on a néanmoins une bonne idée de ses raisons. Déjà à cet âge, on ne fait peut-être pas les meilleurs choix dans la vie, mais au-delà de ça, il est indéniable que la proximité que lui impose sa profession avec les barons du cartel du Golfe, dont le jeune Osiel Cárdenas Guillén, on peut aussi dire de lui qu'il est jeune parce qu'il a à cette époque moins de 30 ans, dont c'est alors chose commune dans l'armée d'accepter les pots de vin, et surtout du luxe dans lequel vivent tous ces trafiquants, lui a fait tourner la tête. C'est que les soldats se retrouvaient souvent confrontés au manque de moyens dans leur profession, et la tentation de déserter était grande pour beaucoup d'entre eux. À cette époque, rien qu'entre 1995 et 2000, 93 805 militaires ont déserté des rangs de l'armée. C'est tout de même 2 fois moins que les 6 années précédentes, et moins encore que les 5 qui suivraient. Pour les membres des forces spéciales, on parle de 1382 GAFES qui auraient déserté entre la fin des années 90 et 2004. Depuis plusieurs décennies, c'est l'équivalent d'une petite armée entière, ou en tout cas de plusieurs bataillons, qui se fait la malle et disparaît dans la nature chaque année. La très grande majorité rejoint simplement la vie civile, lassée de servir de chair à canon et des conditions rudes de l'armée, qui ne leur apportent souvent que peu de reconnaissance,
Aucun bénéfice économique, et bien souvent, à peine le moyen de subvenir à leurs besoins. Seules quelques rares brebis galeuses, parmi ces déserteurs, choisissent d'intégrer un autre type d'armée dans laquelle ils pourront faire fortune, le crime organisé. En un mois, ils peuvent alors gagner le salaire de toute une année dans l'armée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Arturo Guzmán de Sena n'est sûrement pas le premier narco auquel on pense en premier lieu au Mexique. Pourtant, son parcours est considéré comme l'un des plus intéressants, et lui-même s'est depuis changé en une figure quasi mythique, un profil intrigant dont on ne sait au final que peu de choses. Et ce peu de choses que l'on sait sur lui est parfois remis en cause par certains. Je ne dis pas qu'il existe 1000 rumeurs sur son compte, mais disons que le gars possède une biographie officielle et une autre, disons, parallèle, officieuse quoi. Déjà la photo qu'on nous montre 90% du temps, chaque fois que l'on parle d'Arturo Guzmán de Sena, ne représente pas l'intéressé, mais un de ses futurs complices. Déjà ça c'est faux, c'est pas la bonne photo. Officiellement, Guzmán de Sena est né à Puebla, mais certains disent eux Veracruz. Alors, perso ça va paraître con comme ça, mais je me demande si c'est pas un peu le cliché, vous savez, des militaires qui sont tous un peu indiens. C'est vrai qu'il y a pas mal de militaires qui ont l'air foncés ou indiens comme ça, et souvent le cliché c'est de dire que les militaires viennent tous de Oaxaca ou de Veracruz, ce coin-là, vous voyez. C'est une explication. En tout cas, il est certain qu'Arturo Guzmán de Sena a grandi dans un foyer humble, très probablement à Puebla et dans la misère. Seule l'armée aurait pu l'en sortir. La suite, je l'ai déjà dit, le jeune soldat s'est distingué jusqu'à être promu lieutenant et intégré aux forces spéciales, puis finalement, il rejoint le cartel du Golfe en 1997. Mais il existe une autre raison qui aurait pu le pousser à abandonner l'armée cette année-là. Le parti au pouvoir depuis la Révolution, le PRI, perd les élections à la surprise générale après 70 ans d'un règne ininterrompu. Avec ce nouveau tournant politique et le changement d'administration, c'est toutes les magouilles, les saloperies, les répressions contre les mouvements communistes et étudiants et les éventuels abus commis sous l'Ancien Régime qui menacent d'éclater au grand jour. Et, avec eux, les éventuels crimes de guerre et exactions commis par l'armée au Chiapas durant le soulèvement zapatiste. Les anciens dirigeants ne peuvent désormais plus se couvrir, et tous ceux qui ont pris part à la guerre sale menée au cours du XXe siècle commencent à avoir des sueurs froides. Parmi eux, les gradés de l'armée et les gafes, comme Arturo Guzmán de Sena, qui sentent le vent tourner en leur défaveur. Mieux vaut éviter de couler avec le navire, en gros. C'est une des raisons que l'on avance pour expliquer la défection du jeune lieutenant, désormais garde du corps personnel du capot, Osiel Cárdenas Guillén, l'un des deux chefs du cartel du Golfe. Si on veut se montrer un peu sarcastique, on peut même voir ça comme une sorte de promotion, au final. Surtout que l'ami Osiel commence à en avoir marre de son ami et associé, Salvador Gómez Herrera, El Chava, avec lequel il est parvenu à se hisser à la tête du cartel, mais qu'il ne voit désormais plus que comme un poids. En 1997 ou 1998, j'avoue que toutes les dates que j'ai pu trouver différaient entre elles, on parle même parfois de 1999, bon ce qui est sûr c'est que c'est jeune quoi. Osiel Cárdenas Guillén fait assassiner son associé El Chava, et se gagne par cet acte le surnom sous lequel on le connaîtra ensuite. Osiel Cárdenas Guillén, alias El Mata Amigos, le tueur d'amis. Certains documents et confrères créateurs de contenu mexicains, tout comme le journaliste Oscar Valderas, prétendent tous que l'homme qui aurait abattu El Chava serait le nouvel homme de main d'Osiel, Arturo Guzmán de Sena. Alors pour ma part j'ai des doutes, parce que j'ai même une théorie à ce sujet, figurez-vous. Pour moi, toute cette version est passée à la postérité à cause en fait du roman de Don Winslow. Alors on me dit, ok, les événements ont été modifiés à cause d'un roman. C'est un peu tiré par les cheveux ce que tu racontes, gars. Je vous dirais oui, mais c'est pas un roman, c'est le roman, les amis. Et ouais. Et c'est le livre référence sur les cartels. Alors, par contre, c'est de la fiction, tous les événements ont été romancés, mais romancés très peu. En fait, 80%, 90% des événements du livre, même si, bon, les dialogues sont bidons, mais 80% des événements, en fait, ce sont tout simplement les vraies biographies de narcotrafiquants de l'époque que le livre prétend dépeindre. Et donc, au début de son deuxième bouquin, là, de 1000 pages encore, je sais plus combien, eh bien, il raconte la mort d'El Chava, donc de Salvador Gómez Herrera, même si je sais pas le nom qu'il lui a donné, je sais plus quel nom il lui a donné, je pourrais rechercher le bouquin, là. Ça y est, j'ai retrouvé la page, j'ai pas du tout cherché pendant une demi-heure. Page 85, alors Herrera s'appelle bien Herrera, et Guzmán de Sena, lui, est nommé Ochoa dans le livre, et d'ailleurs ce n'est pas Guzmán de Sena, mais je pense qu'en fait ce sera son futur bras droit
qui est mis en scène dans le livre en fait. Bon, en tout cas, Osiel Cardenas, lui, est appelé Osiel Contreras, ça me fait toujours bien marrer. Et voilà. J'enverrai quelqu'un pour l'enterrer, dit Ochoa en désignant le corps de Herrera d'un mouvement du menton. Laisse les coyotes se régaler avec sa grosse queue, répond Contreras. Voilà, donc la mort de... Ah, ça c'est du roman, hein, c'est de la Bible. Magnifique. Donc, la mort donc, de Salvador Gomez Herrera est mise en scène dans le livre, avec, bon, c'est pas vraiment Guzmán de Sena, mais ce sera son futur lieutenant qui prend la place. Voilà, et donc pour moi, pour résumer, c'est ce roman, ainsi que la légende urbaine qui s'est formée grâce à ce roman et qui s'est formée autour du meurtre d'El Chava, qui fait qu'on attribue ce meurtre à Guzmán de Sena, mais en vérité, je pense qu'on n'en sait rien. Mais enfin bref, mettons, on va dire pour l'anecdote qu'El Chava baptise la fille d'Ociel, et qu'après le baptême, celui-ci monte effectivement dans la voiture d'Ociel et de Guzmán de Sena, et que c'est bien ce dernier qui lui met une balle dans la tête. Écoutez, c'est en tout cas ce que nous dit Wikipédia. Hein. Ce dont on peut être sûr en tout cas, c'est qu'Ociel a fait assassiner El Chava pour s'arroger tout le pouvoir. Pour le seconder, il se choisit 2 lieutenants qui seront ses fidèles bras droits. Déjà, son propre frère Antonio, surnommé Tony Tormenta pour son caractère colérique, ce qui réduit a priori les risques pour Ociel de se faire trahir par un de ses lieutenants de la même manière qu'il a trahi El Chava. Là, on reste dans le cadre de la famille. Le second se nomme Jorge Eduardo Costilla, alias El Cos, un ancien policier municipal qui a également la confiance d'Ociel. En 1997 ou 1998, à la même époque que cet assassinat, il n'y a pas si longtemps donc, Ociel Cardenas Guillen, désormais seul leader du cartel du Golfe, a une idée. Décidément, il en avait des idées à la con celui-là. À la mort d'Amado Carrillo, Benjamin Arellano Félix du cartel de Tijuana devient le narco le plus puissant du pays. Mais a priori, pas de quoi trop s'en faire pour Ociel, puisqu'il a amorcé un rapprochement avec ce même Benjamin contre leur concurrent du cartel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa qui commence néanmoins à leur poser de plus en plus de problèmes et qui prend même des allures de futurs mastodontes. Sans compter que le cartel de Juarez passe aux mains des frères d'Amado Carrillo et demeure toujours actif. Dans ce climat tendu, Ociel Cardenas cherche le moyen de se protéger. Recruter le lieutenant Guzmán de Sena pour lui servir de garde du corps n'était que la première étape. Le premier demande à son subordonné de convaincre d'autres de ses collègues d'abandonner l'armée pour le rejoindre, dans une conversation passée à la postérité. Alors, là encore une fois, je trouve ça bizarre qu'on nous rapporte carrément des dialogues là. Ah mais écoutez, on va faire confiance aux journalistes et à Wikipédia qui rapportent ces dialogues entre les deux hommes et affirment qu'il est véridique. Je veux les meilleurs hommes. Les meilleurs. Quel type de personnes tu as besoin? Les mieux armés qui existent. Ceux-là, ils sont seulement dans l'armée. Je les veux. Ni une ni deux, Arturo Guzmán de Sena fait passer le mot à ses anciens collègues et convainc plusieurs d'entre eux de lâcher l'armée. Certains même de déserter avec armes et bagages. Le recrutement prend du temps, et Guzmán de Sena ne recrute pas seulement dans une seule unité, ni même seulement des gafes, mais pioche ci et là des militaires qui seraient intéressés de le rejoindre. Au début, ils ne sont que 14 à suivre Arturo Guzmán de Sena, mais ces 14 déserteurs deviennent rapidement 31, puis ensuite 43 au début de l'année 1999. Tous prêtent allégeance au capot Ociel Cardenas Guillen, et constitueront pour lui sa garde rapprochée chargée de le protéger. Les Cetas sont nés.